Et si on parlait de sport? Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. À peine le clap de fin des Jeux Olympiques prononcé que déjà on se tourne vers le match retour. À compter d'aujourd'hui, mercredi 28 août et jusqu'au dimanche 8 septembre, les premiers Jeux paralympiques d'été de l'histoire s'ouvrent en France pour les athlètes en situation de handicap du monde entier. Au programme 22 sports, 23 disciplines, 549 épreuves et 11 jours de compétition dans la capitale et tout autour. Un alléchant menu pour vibrer au gré des performances des championnes et champions et dans la mesure du possible, voir notre délégation tricolore empocher le maximum de médailles. Reste que pour apprécier l'événement comme il se doit, quelques précisions sont utiles et c'est ce que nous allons tenter de vous détailler avec nos consultants. C'est maintenant dans Et si on parlait de sport ? Et oui, Pauline, comme tu le dis si bien, on va se régaler avec ces Jeux paralympiques et on va remercier aussi nos partenaires qui nous accompagnent tout au long de l'année pour la réalisation de ces émissions. Le comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, Profession Sport Animation 31, Samper Connect et LG Consultant. Aux partenaires aussi qui nous accompagnent pour ces émissions spéciales Jeux olympiques et paralympiques, le magazine Sport Région Occitanie, l'agence de communication Bel Ombra et Dialogue Sport. Pour nous accompagner dans cette 63e émission, nous avons des consultants spécialistes de sport. Florence Delgal qui est quadruple championne de France de para-badminton en double dame, Serge Robert qui est vice-président du comité régional handisport, mais aussi ancien athlète et entraîneur de l'équipe de France para-athlétisme en charge des fauteuils. Mais avant le coup d'envoi de cette 63e émission, place bien sûr à l'avant-match et aux principaux résultats sportifs de la semaine. Et si on parlait de sport avant match? Oui, place aux principaux grands résultats sportifs de la semaine. On va commencer avec toi, Laurent, et l'athlétisme. Et oui, donc en même temps, on commence bien parce que l'athlétisme avec des records du monde. La Ligue de Diamant en Silésie à Chorzów en Pologne, le Norvégien Jakob Ingebrigtsen a réalisé un véritable exploit dimanche en pulvérisant le record du monde du 3000 mètres, l'une des marques les plus intouchables du demi-fond mondial qui existait depuis 1996, qui avait été réalisé par le Kenyan Daniel Komen, qui avait réalisé à l'époque 7 minutes 20 secondes et 67 centièmes. Et aujourd'hui, c'est 7 minutes 17 secondes et 55 centièmes que le Norvégien a réussi et il entre un peu plus dans l'histoire. Côté français, Clément Ducot est passé tout près du record de France 400 mètres haies lors de ce meeting, deuxième en 47-42. Il a manqué que 5 centièmes pour égaler les 47-37 de fameux Stéphane Diagana qu'il avait réalisé lui en 1995. Et autre record du monde, centimètre par centimètre, après avoir battu son propre record du monde au JO de Paris avec 6 mètres 25, Armand Duplantis a de nouveau amélioré la marque dimanche en Pologne avec une barre à 6 mètres 26, Pauline. Oui, on va passer désormais au squash avec les championnats d'Europe à Cuenca en Espagne. Le Français Victor Crouin, numéro 1 mondial, conserve son titre européen de squash. Oui, le squash qui devrait être aux prochains Jeux Olympiques, peut-être. On passe au triathlon avec un championnat de longue distance. On sait qu'on a des Français qui ont bien tourné aux Jeux Olympiques, mais là c'est à Tungsten en Australie. Et Charlène Clavel, l'autre Française, qui décroche son premier sacre mondial en triathlon longue distance en 5 heures 45 minutes et 14 centièmes pour boucler les 3 km de natation, 114 km de vélo et 30 km de course à pied. Chapeau, championne. Passons désormais au badminton avec l'Open du Japon. Au terme d'un parcours sensationnel, le Français Alex Lanier, numéro 29 mondial, s'est imposé en finale dimanche en battant le Taïwanais Xu Tianchen, 21-17, 22-20. À 19 ans, il devient le plus jeune vainqueur d'un tournoi Super Série. Eh oui, un bel exploit pour notre Français. Et alors en golf, au PGA Tour, alors pour ceux qui ne sont pas initiés, le Professional Golf Association, qui se déroulait à Castle Rock dans le Colorado, Mathieu Pavon, à l'issue du 4e tour du BMW Championships, a définitivement entériné sa présence au top 30 qualificatif pour le Tour Championship qui est prévu la semaine prochaine. Et puis en DP World Tour, petite victoire quand même c'est intéressant pour un Français au Danish Golf Championships à Aarhus. Frédéric Lacroix a remporté le tournoi. C'est une première sur le circuit européen pour lui. Son compatriote Romain Lagasque, lui, termine deuxième. Et en tennis, parlons de l'Ultimate Tennis Showdown à New York. Gaël Monfils a remporté la deuxième étape de la saison UTS après sa victoire en finale contre Alexander Bublik. Alors c'est tout nouveau, c'est tout fun et c'est assez sympa à regarder. Ça change un peu des règles habituelles du tennis, Pauline. Il faut jeter un œil. Et la Monf, comme on dit, a fait un superbe exploit. Nous, on va passer au cyclisme maintenant avec le fameux Tour d'Espagne qui se court en ce moment, la fameuse Vuelta. Le Britannique Adam Yates a remporté la 9e étape après un numéro de 58 km. C'est-à-dire qu'il est parti à 58 km pour aller gagner l'étape. Ben O'Connor, par contre, lui, défend toujours son maillot rouge avec succès. On passe au Tour d'Allemagne. Dans la foulée, le Danois Mats Petersen a remporté le Tour d'Allemagne dimanche au terme d'une 4e étape remportée au sprint. Et le Tour de l'avenir
l'avenir. Donc il y a de l'avenir pour nos Françaises. La Française Marion Bunel a remporté le Tour de l'Avenir Femmes après avoir empoché la dernière étape dont l'arrivée était au col del Finistré en Italie. Elle aura survolé la deuxième édition de l'épreuve. Chez les hommes, dans la même catégorie, le Britannique Joseph Blackmore qui remporte cette 60e édition. Côté français, Léo Bizio termine lui au pied du podium, 4e. Quelques mots de basket 3-3 avec la Coupe d'Europe. À Vienne, en Autriche, les Français Paul Joko, Franck Seguela, Baptiste Auger et Raphaël Wilson se sont inclinés en quart de finale 21-16 contre la Lituanie. Les Bleus, elles, se sont inclinées en finale face à l'Espagne 19-11 et repartent quand même vice-championnes d'Europe. Leur beau parcours leur permet d'effacer la déception des Jeux Olympiques et de récolter une 10e médaille internationale. Toujours en basket 3-3, parlons de la Super League Open de France. Dans le sillage de Jules Rambaud, vice-champion olympique avec la France 3-3, Paris a remporté samedi la Super League, équivalent du championnat de France chez les hommes. Les Espagnols de 3G RVB 3-3 ont, elles, été titrées chez les femmes. On va passer au basket avec l'Euro des moins de 16 ans qui avait lieu à Milskov, Hongrie. Après avoir survolé ce tournoi, la France s'est inclinée en finale face à la Finlande, 49-47, qui remporte, elle, sa première médaille européenne du pays. Et en handball, parlant du mondial des moins de 18 ans, l'équipe de France féminine a échoué à Suzhou, en Chine, a décroché une médaille de bronze au mondial. Elle a été battue par la Hongrie, 25-24, lors du match pour la 3e place. Et en football, c'était bien sûr la deuxième journée de Ligue 1. Le PSG a largement dominé Montpellier, 6-0, tandis que Nice, sur son terrain, s'est retrouvé coincé par Toulouse qui a réussi à accrocher le match nul à l'Alliance Riviera. Troquant le ballon rond contre le ballon ovale avec le rugby à 7. Parlons de l'In Extenso Super 7. L'Union Bordeaux-Bègles, déjà vainqueur de la première étape le week-end dernier à Mont-de-Marsan, s'est encore imposé sur l'étape de La Rochelle samedi. Les Bordelais ont battu Monaco 19-12 en finale. Alors pour les amoureux de la Formule 1, le Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort, c'était ce week-end. Et pour une fois, on a des belles surprises avec Lando Norris sur McLaren qui a remporté la deuxième victoire de sa carrière dimanche sur les terres de Max Verstappen qui lui a été relégué à 20 secondes. Le Britannique revient donc à 70 points du Néerlandais au classement. Charles Leclerc complète le podium. Ça promet une fin de saison remarquable et passionnante. Chez les femmes, c'est intéressant de le souligner, la victoire de Dorian Pin sur la course F1 Academy à Zandvoort. La Française consolide sa deuxième place au classement général. Et pour conclure, quelques mots des Jeux paralympiques. La flamme paralympique a rejoint l'Hexagone, allumée samedi à Stoke-Mandeville, en Grande-Bretagne, berceau du mouvement paralympique. Elle a traversé la Manche dimanche pour allier la France en empruntant le tunnel sur un peu plus de 50 km. En son sein, une équipe de 24 relayeurs britanniques a transmis la flamme à autant de relayeurs français qui sont sortis du tunnel à la mi-journée, à Coquelles dans le Pas-de-Calais. Voilà pour les principaux résultats de la semaine. Sans plus attendre, place à la première mi-temps de cette émission. Et si on parlait de sport, en compagnie de nos consultants. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Et oui, retour dans l'émission Et si on parlait de sport avec nos consultants spécialistes de sport, Florence Delgal qui est quadruple championne de France de para-badminton en double dame et Serge Robert, vice-président du comité régional handisport, ancien athlète de haut niveau, entraîneur de l'équipe de France de para-athlétisme en charge des fauteuils et Auristel Marx qui est ancien athlète de haut niveau, double médaille de bronze en tennis fauteuil aux Jeux paralympiques de Barcelone en 1992 et Atlanta en 1996 et qui est en ligne avec nous. Bonjour Auristel Marx et bienvenue dans notre émission spéciale Et si on parlait de sport qui est consacrée aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Merci de nous accorder quelques instants et vraiment c'est un plaisir de recevoir une athlète paralympique qui a participé à 2 Olympiades, celle de Barcelone en 1992 et celle d'Atlanta en 1996. Oui, bonjour Laurent. Quelques mots sur ton parcours sportif quand même parce que c'est impressionnant de savoir qu'on enchaîne sur deux Olympiades et qu'on récupère 2 médailles de bronze si je m'abuse. Oui, j'ai eu la grande chance, le bonheur, la joie d'être médaillée paralympique donc à Barcelone 92 et Atlanta 96, donc en double, en tennis handisport, tennis fauteuil, avec aux côtés d'Arlette Raffineux, donc j'ai eu ce bel honneur, on va dire. Alors ça arrive, faut un petit peu l'indiquer, après un parcours, alors que tu étais gymnaste, que tu as été obligé, suite à un accident, de rebondir sur le tennis fauteuil. Oui, tout à fait. Donc moi j'étais gymnaste, c'était ma passion, donc j'ai fait de la gym pendant 8 ans, et puis à l'âge de 14 ans,
accident lors d'un entraînement de gymnastique. J'ai chuté. Voilà, donc un gros accident puis suite à cet accident, je me suis retrouvée en fauteuil roulant. Et là, effectivement, qu'est-ce que j'allais devenir? Et notamment sur le plan sportif. Donc, mon ADN, c'était ça. J'étais vraiment sportive. J'avais besoin de ça. Et puis, quelques années après mon accident, j'ai décidé de me mettre au tennis fauteuil. J'ai choisi cette discipline au début pas du tout pour devenir une championne ou faire du haut niveau, pas du tout. C'était vraiment au début un loisir. Et puis, je me suis prise au jeu et après plusieurs années d'entraînement intensif, j'ai eu la chance de rejoindre le groupe France et encore quelques années après, de me sélectionner pour les Jeux paralympiques. D'abord, en 92 à Barcelone. Et puis après, j'étais à fond, je m'entraînais tous les jours pendant plusieurs années. Et puis, je suis parvenue au meilleur niveau, une Française, 4 mondiales. Et donc, Barcelone médaillée, puis Atlanta. Sublime. En tout cas, tu as eu un parcours extraordinaire, sportif, mais aussi professionnel, parce que il faut continuer. Après ces événements, on sait tous que les sportifs, il y a une carrière, et puis après, il y a la suite. Quelques mots sur ton actualité, peut-être? Oui. Alors, complètement. Donc, moi, j'y suis rebondir. En réalité, je me suis retrouvée en fauteuil. Mais pour moi, c'était qu'une situation géographique, plus debout, assise, avec un peu d'humour. Ouais, mais pour moi c'était pour autant, bien sûr c'était terrible, mais ça m'a pas empêché de poursuivre mes activités. Donc d'abord de faire mes études. Donc moi je voulais faire une maîtrise en management sportif, en STAPS. J'ai poursuivi ça. Ça n'a pas été facile, mais je l'ai eu. Puis ensuite j'ai poursuivi ma carrière. Et aujourd'hui j'ai travaillé j'ai eu d'abord une première carrière professionnelle dans la fonction publique où je m'occupais d'affaires associatives et de sport. Et puis après, je suis devenue indépendante, donc j'ai décidé de me reconvertir complètement pour devenir conférencière et puis accompagner les entreprises sur les problématiques emploi-handicap, parce que je voyais bien à travers mon expérience personnelle et professionnelle, qu'il y avait beaucoup de choses à faire encore dans ce domaine, beaucoup de choses à faire encore pour changer le regard sur le handicap, pour ne plus voir ce handicap, mais pour voir derrière les compétences humaines, relationnelles, techniques, professionnelles. Donc voilà, aujourd'hui je fais ça. Et puis, donc en tant qu'indépendante, des conférences, j'interviens dans les entreprises. Et puis, depuis quasiment une année maintenant, j'ai rejoint le groupe Pomona. Donc, je fais ça aussi en tant que salarié au sein de ce beau groupe Pomona de 11 000 salariés partout en France pour les accompagner dans le cadre de leur politique handicap. Eh bien, on sent la passion, par la passion professionnelle, mais aussi derrière cette passion sportive et surtout ce mental. Je crois qu'il est important aussi de travailler le mental. Aujourd'hui, on le voit dans le sport. Moi, j'ai envie de te demander, parce qu'on vient de vivre un moment extraordinaire sur les Jeux olympiques. Avant d'aborder les Jeux paralympiques, quel regard tu as sur ces Jeux olympiques qui viennent de s'achever? Alors, je pense comme tout le monde, un regard émerveillé. Alors, moi, j'ai jamais douté. Je savais que ça allait être passionnant. Forcément, les Jeux, c'est une chance extraordinaire de les avoir en France. Paris 2024, ces Jeux à Paris. Alors, moi, j'ai eu en plus cette chance d'y aller. Donc, j'ai assisté, une journée, modestement, mais je suis allée au stade olympique voir l'athlétisme. J'avais jamais vécu l'ambiance d'un stade olympique. Donc, je voulais vivre ça et waouh, ça a été une ambiance waouh. Enfin, on l'a vu à la télé, mais y être, c'était encore, ça me donne la chair de poule rien d'en parler, mais y être, c'était dingue. Le stade vibrait, les athlètes étaient soutenus, quels que soient les athlètes, que ce soit le premier, le dernier, les gens les applaudissaient, les gens étaient heureux de voir ces athlètes se dépasser. Enfin bref, voilà, comme tout le monde, je crois que je suis super heureuse de ces Jeux qui se sont super bien passés, de cette ferveur, de cet enthousiasme général. C'était vraiment extraordinaire. Alors justement, de cet extraordinaire-là, on va passer à autre chose que l'on espère aussi extraordinaire, sont les Jeux paralympiques qui s'annoncent novateurs avec une cérémonie d'ouverture qui constitue une première historique, avec un concept monumental et populaire au cœur de Paris. C'est une première, je crois, de faire cette cérémonie d'ouverture en dehors d'un stade. Et qu'est-ce que ça t'inspire, toi qui as participé aussi à 2 Olympiades? Oui, alors moi j'ai fait les cérémonies classiques, j'étais dans le stade et c'était déjà extraordinaire et je m'en souviendrai toute ma vie de cette émotion de défiler, de voir ces gens, de voir cette ambiance, de voir ce spectacle d'une très grande beauté. Alors j'imagine que pour les athlètes qui vont être à Paris 2024 aux Jeux paralympiques, ça va être encore plus extraordinaire et ils vont vivre quelque chose d'unique dans leur vie. Donc là, l'important c'est quoi? C'est de saisir ce moment, de le vivre à fond, d'être présent et pour les athlètes et pour les spectateurs et les téléspectateurs. Je pense qu'on va vivre un moment, c'est sûr, sans doute encore merveilleux et grandiose et vraiment moi je pense que vraiment il y a eu les Jeux d'avant, les Jeux
Jeux d'après Paris, parce que là, on a vraiment encore ouvert un autre, on a, je vais dire, encore donné une autre dimension au jeu, et ça c'est vraiment chouette. Moi, mon regard un petit peu, c'est que je savais, en tant que moi athlète et avoir participé, que les Jeux, c'est une planète à part, c'est une bulle à part. Participer aux Jeux pour un athlète, c'est extraordinaire, c'est-à-dire c'est un monde, quand on est au village olympique, au village paralympique, déjà entre athlètes, il y a une fraternité, tous ces pays, toutes ces disciplines, tous ces gens différents. Moi, je me souviens qu'on avait échangé, qu'on riait ensemble. Alors sur le terrain de jeu, on se battait, on était là pour gagner, bien sûr. Mais en dehors du terrain de jeu, on était tous là, réunis, et c'était un moment vraiment, c'est une planète, c'est un milieu, c'est un moment unique. C'est un truc qui est indescriptible si on l'a pas vécu. Et là, ce que je sens bien, c'est qu'en plus, au-delà de ce village olympique, là, Paris devient la ville olympique. Elle est complètement dévouée à ses athlètes, à ses jeux, à ses prouesses, à cette ambiance, à cette fraternité. Et c'est ça que je ressens moi, et je pense que ça va être jubilatoire à travers ça, quoi. Alors justement, sur le plan sportif, j'ai envie de t'emmener un petit peu là-dessus. Qu'est-ce que on peut espérer un peu, nous les Français? On a eu de belles médailles côté des Jeux olympiques et côté paralympique. Est-ce que tu as un petit pronostic à nous donner? Alors, malheureusement, j'ai pas vraiment de pronostic. Ce sera ambitieux. Je les connais pas assez, mais ce que je sais, c'est que tout le monde s'est beaucoup préparé. C'est que pour les Jeux olympiques comme les Jeux paralympiques, les fédérations ont mis, le ministère a vraiment mis tous les moyens pour faire en sorte d'avoir vraiment des gros résultats, des beaux résultats. Donc, j'espère que on fera mieux qu'à Tokyo, ça c'est sûr. J'espère pour les athlètes déjà. Moi, au-delà des médailles ou des classement, ce qu'il faut, c'est vraiment ressortir de là pour un athlète et pour nous complètement satisfait, c'est-à-dire toujours donner le meilleur de soi-même, ne rien avoir à regretter. Pour un athlète, c'est ça, quoi. Donc voilà, j'espère ça en tous les cas pour chaque athlète de rien regretter et vraiment d'être au meilleur de sa forme le jour J. Je sens toujours cette passion. Alors je vais te lancer un slogan et je pense que tu vas rebondir là-dessus. Ouvrons grand les Jeux. Ce slogan qui a été lancé par Paris 2024, qui t'a inspiré, je crois. Oui. Alors moi, il m'a très 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 inspiré. Bon, moi j'ai eu le plaisir, le bonheur déjà de porter la flamme olympique, d'être relayeur donc de cette flamme à Toulouse. Et déjà quand j'ai eu ce plaisir et cet honneur terrible, parce que j'ai déjà vu cette ferveur des Toulousains quand cette flamme est passée. Tout le monde voulait la toucher, ce flambeau, la voir. Et déjà, il y avait cette ferveur, cet enthousiasme. Et là, déjà, j'étais heureuse. Ouvrons grand les Jeux. Et j'avais l'impression déjà, avec cette flamme olympique, d'ouvrir, de donner ce rythme. Et je pense que cette flamme olympique qui est passée partout en France, a porté et a permis d'ouvrir, grand les Jeux. Et moi, j'ai trouvé ce slogan magnifique. Et puis je l'ai relayé d'ailleurs sur les réseaux et j'ai bien vu aussi sur les réseaux sociaux cette ferveur autour de ce slogan, ouvrons grand les yeux, ouvrons grand les Jeux, et je crois que ça a été réalisé, non, il me semble. Oui, très bien, oui. Alors justement, la question qui suit naturellement, c'est dans ton domaine, c'est comment tu vois l'impact des Jeux sur la perception du handicap en France et voire dans le monde. Oui. Alors voilà. Alors c'est un petit peu ce qui va en sortir de ces Jeux. Bon, c'est toujours là, je vais être peut-être un peu plus solennelle sur cette réponse. Bon, bien sûr, je pense que l'impact va être, j'espère, très 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 positif, très très porteur, et pour la ville de Paris, et pour la France, et éventuellement pour le monde, pour les personnes qui ont une situation de handicap, quelle qu'elle soit. Alors, moi, je reste modérée. Voilà, très sincèrement, je reste pour le coup modérée. J'attends de voir. J'espère que on va pas juste s'arrêter à ça. J'espère que vraiment les gens vont voir que derrière ces sportifs qui sont différents, chacun avec sa différence reste compétent. Donc là, on va être compétent dans le milieu du sport, performant dans le milieu du sport, mais j'espère qu'à travers ça, ils vont se rendre compte qu'on peut être différent, mais aussi dans d'autres milieux, notamment professionnels, dans la vie quotidienne et dans la vie professionnelle. Parce que il y a vraiment encore beaucoup de choses à faire. Il y a vraiment ce regard à changer, de savoir que derrière un fauteuil roulant, derrière une personne qui a une maladie, qui a le diabète ou n'importe quelle maladie, on peut, et qui a besoin peut-être d'un aménagement de poste dans la vie professionnelle, peut-être que, voilà,
malgré ça, cet aménagement de poste, elle restera compétente. Et ça, c'est très important. Voilà. Donc moi, j'espère que cet héritage, l'héritage après les Jeux, sera positif. Et bon, je le crois. Hein, je suis super enthousiaste, moi, super optimiste. mais j'ose le croire et j'espère vraiment. Alors si justement tu avais un petit mot à donner donc pour les jeunes qui regardent ou qui vont regarder ces Jeux paralympiques et qui rêvent peut-être de participer un jour aux Jeux paralympiques, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Moi, croyez en vous, foncez. Ah non, mais moi, bien sûr, il faut foncer. Qu'on soit valide ou pas valide, si on a des compétences, si on a une passion, il faut croire en soi, il faut y aller. Moi, la première, j'étais gymnaste, j'ai eu un accident, j'ai rebondi, j'ai choisi le tennis et mon ADN était là, j'étais sportive, j'étais compétitive, j'étais battante. J'y suis allée, j'y suis parvenue. Alors, ça veut dire s'entraîner tous les jours, ça veut dire des sacrifices comme tout sportif. Quand on est sportif, quand on est passionné, on est sportif avant tout, d'être une personne handicapée, donc il faut y aller. Mais allez-y, foncez. En tout cas, merci beaucoup Christelle pour ces mots d'encouragement, je pense que c'est nécessaire. En tout cas, nous, modestement, à notre niveau, on va faire 3 émissions spéciales sur les Jeux paralympiques. Tu es bien sûr la bienvenue quand tu veux dans cette émission pour prendre la parole dans les semaines qui viennent. Tu auras peut-être d'autres choses à nous faire passer. En tout cas, nous sommes très heureux que tu aies accepté ces quelques mots pour lancer l'émission, pouvoir justement parler un peu plus dans le détail, expliquer, faire de la pédagogie pour peut-être mieux comprendre comment ça se passe. Un sport, telle discipline, comment ça se pratique, pourquoi il y a tel handicap et à quoi ça correspond. Je crois qu'il faut aussi expliquer peut-être au grand public les choses plutôt que simplement les regarder, mais qu'ils les comprennent. Oui, tout à fait. Alors, je suis très heureuse d'être là à cette première émission, mais effectivement, il faut que les gens comprennent qu'ils vont avoir des sportifs différents, avec des capacités bien sûr physiques différentes, mais ce qu'ils voient, c'est que derrière, avec ces capacités, on a des compétences et on peut se dépasser comme n'importe qui, le dépassement, la performance, avec ces capacités. Et c'est ça qui est extraordinaire. Moi, j'ai des amis qui ont découvert au dernier jeu, qui ont regardé à la télévision des activités. Donc, il y avait le rugby fauteuil, il y avait l'athlétisme, il y avait le tennis de table, il y avait le tir à l'arc. Et alors, ils étaient ébahis parce qu'ils voyaient des gens ou en fauteuil ou non-voyants ou autres, qui étaient là, qui se battaient, qui ne lâchaient rien, qui étaient des sportifs avant tout. Et c'est ça vraiment que les gens aient en tête. Et je crois que c'est un grand, grand bonheur. Enfin, moi, je vois autour de moi, en tous les cas, tous les gens regardent ça avec beaucoup de respect et d'admiration parce que derrière le handicap, il y a le sportif avant tout, quoi. Enfin, moi, quand je rentrais sur un cours de tennis, certes, je rentrais avec mon fauteuil roulant, j'étais assise, je suis une joueuse de tennis assise, mais je rentrais sur un cours de tennis pour gagner, j'étais une joueuse de tennis avant tout. Et c'est ça qu'il faut que les gens aient en tête quand ils vont regarder, et je suis sûre que ça va être passionnant. Merci pour ce super témoignage. En tout cas, écoute, passe de bons Jeux paralympiques, et puis on reprend contact avec toi dans quelques temps pour que tu nous racontes peut-être un peu de vécu sur place là-bas. Merci de nous avoir accordé un peu de ton temps pour cette émission. Je te dis à très bientôt, et tu viens dans l'émission quand tu le veux. Allez, je vous dis à bientôt, et on regarde tous ces Jeux alors. Merci, à bientôt. Merci, au revoir. Merci beaucoup à tous les deux. Beau témoignage d'une championne pour lancer notre émission spéciale. Alors, Florence et Serge, déjà bonjour à tous les deux. Bonjour. Avant d'aborder les Jeux paralympiques de Paris 2024, j'ai aussi envie de vous demander quel regard est-ce que vous portez sur ces Jeux olympiques qui viennent de s'achever. Moi j'étais à Paris pendant une semaine. J'ai vu des épreuves, j'ai vécu le chose, on va dire, en live, et j'ai trouvé ça incroyable, vraiment fantastique. Une ambiance incroyable, une organisation impeccable. Les sites sont fabuleux et j'ai énormément apprécié. J'ai même vu des sports auxquels je n'avais jamais assisté, et c'était franchement très très intéressant. J'ai senti ça comme une chance de pouvoir vivre ces Jeux Olympiques ici, donc j'ai sauté sur l'occasion. D'ailleurs, j'y retourne le week-end prochain. Et toi, Serge ? Alors moi, je les ai vécus devant mon écran. Je ne me suis pas déplacé, mais j'ai presque regretté. Alors, je n'étais pas dans la possibilité de pouvoir me déplacer, mais j'avoue effectivement que j'étais très agréablement surpris à tous les niveaux, que ce soit sur les sports, l'ambiance, le monde. Bien sûr, cette fameuse sécurité qu'on évoquait tous, qu'on avait tous peur qu'effectivement, qu'il se passe quelque chose, effectivement, les transports, tous ces points négatifs qui étaient abordés avant et que chaque fois on était relativement, c'est les gens pessimistes, mais en fait, une surprise, une belle surprise, c'était bien commenté, on se régalait même si on ne connaissait pas trop les sports, donc à regarder, à vivre même au travers de l'écran, c'était très vivant, et donc génial, franchement, c'était merveilleux. Alors je ne sais pas comment se passaient les Paralympiques, on va en parler
parler un petit peu. Mais alors justement, toi qui es quand même dans l'athlétisme, comment tu as vécu ces épreuves d'athlétisme où on a un peu moins brillé, mais quand même, comment tu as vu cette ambiance dans ce stade? Tu as regardé un peu les épreuves? Ouais, alors on savait un petit peu que l'athlétisme c'était pas la discipline qui allait ramener le plus de médailles, hein, donc on savait que ça allait être compliqué en tout cas, mais non, ce qui est bien, c'est déjà de voir les épreuves, de les rendre vivantes, qu'elles soient spectaculaires, qu'il y ait chaque fois un Français sur l'île. Bon, ça met en avant quand même, ça donne de l'engouement aux épreuves. Il y avait une ambiance dans le stade dès qu'il y avait un Français. On sait qu'il va pas être peut-être médaillé ou champion, mais en tout cas, on va voir qu'est-ce qu'il va faire, comment il va se comporter, et c'est ça qui est fort, quoi, en fait. C'est pas spécialement la médaille, c'est voir le sportif, effectivement, et que même si on sait qu'il va pas être podiumable, comment il se comporte pour sa course, et on voit quand même qu'il tente des choses. Enfin, voilà, donc il se passe des choses. On n'a pas été si mauvais, on a beaucoup de places de 4e quand même, donc on n'est pas loin. On est dans une équipe de France qui est en train de progresser. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir de la partie athlétisme, même si on n'a pas eu les médailles qu'on espérait, quoi. Complètement. Voilà, les blessés qui n'ont pas eu plus de là. Et toi, badminton, extraordinaire le badminton aussi. Oui, moi j'ai assisté à 2 sessions de badminton. Parce que pour une championne de France, je le rappelle, 4 fois championne de France, modeste, mais il faut quand même le rappeler, même si c'est en double, mais donc tu as dû te faire plaisir. Ah oui, je me suis vraiment fait plaisir parce qu'il y avait une ambiance incroyable et c'est vrai que les joueurs étaient vraiment portés. On sentait qu'ils étaient vraiment portés par le public. Moi, j'avais jamais vu des épreuves comme ça avec autant de public qui scandait le cri le prénom des Français, et il y avait vraiment une très très forte ambiance. Et même je suis allée à l'escrime voir l'équipe de France au sabre, et j'ai eu l'occasion de discuter avec Manon Apiti-Brunet qui était en tant que supporter de son mari, et elle me disait que c'est la première fois et la dernière fois qu'elle vivrait quelque chose comme ça, parce qu'en plus c'était un sport qui n'était pas très visible et qui intéressait peu, où il y avait peu de public. Et elle dit, dans un cadre comme ça, avec une ambiance pareille, on le revivra plus jamais. Donc j'ai trouvé, elle nous remerciait, alors qu'elle venait d'être médaillée olympique, elle remerciait le public. Ah oui, c'est vrai que c'était même ils s'entendaient pas. C'est-à-dire que même entre eux, ils s'entendaient pas par équipe et tout, ça faisait un bruit extraordinaire. Alors s'il y avait un sport ou un événement qui vous a marqué tous les deux sur ces jeux, le truc comme ça, spontanément, qui vous a frappé, Serge, t'as un truc qui te revient à part l'athlétisme, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a frappé plus que d'autres? Ouais, alors moi j'étais un petit peu curieux de savoir un petit peu les nouveaux sports, pas les petits sports, mais les petites les épreuves. Enfin, alors j'ai trouvé ça dommage qu'on n'en voit pas plus. Alors je suis resté sur les chaînes classiques, je ne suis pas allé chercher non plus, mais le BMX, par exemple, qui sont des sports un peu spectacles là aussi, c'est pas des choses. Le kayak aussi, avec les épreuves qu'ils ont mis en place, enfin, c'est un vrai spectacle, quoi. Donc ça me plaît bien, quoi, ce côté un peu contact, un peu physique aussi. Le kayak cross, c'est ce qu'on appelle. Ils ont piqué l'idée en BMX, ils ont pris un peu la même idée. Ce côté un petit peu, voilà, donc. Et c'est aussi qu'on se débrouille très bien en plus, donc voilà, j'aime bien ce côté-là, voilà, sortir un petit peu du champ des sports classiques, voir un petit peu comment ça se passe, donc un peu moins attiré par le hip-hop là, un peu, bon ben ça c'était personnel, mais voilà, donc et après les grands souvenirs, c'est l'ambiance, c'est pas une discipline plus que l'autre, c'est cette ambiance, cette effervescence qu'il y avait sur la capitale pendant les épreuves, et je pense que j'y étais pas, mais même en dehors des épreuves. Si je te mets ça te rappelle quelque chose? Tous debout, Karine, c'est l'heure de la Marseillaise. Ça rappelle des choses à tout le monde. Il y en a eu beaucoup. Qu'est-ce qu'on a entendu? Extraordinaire dans le stade, partout. Enfin, c'est jamais, je crois qu'on a entendu autant. On n'a jamais entendu autant chanter la Marseillaise. La Marseillaise. Même avant qu'il y ait remise de médailles, ça chantait déjà la Marseillaise dans le public. Énorme. Ça a poussé notre public, c'était extraordinaire. Génial. Bon, bah écoute, je crois qu'on a fait le tour de cette question. Je crois qu'on a tous des frissons encore. Et ces frissons-là, je pense qu'on va essayer de les vivre à venir, hein, puisque on a cette cérémonie d'ouverture. Donc on est mercredi, c'est ce soir la cérémonie d'ouverture. Je pense que vous êtes devant vos téléviseurs pour suivre ça. Merci beaucoup à tous pour cette première mi-temps. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'émission et la deuxième mi-temps avec nos consultants spécialistes de sport Florence Delgal et Serge Robert. Et si on parlait de sport, mi-temps. Passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne? Alors ne cherchez plus. Le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement. Par des formations adaptées aux bénévoles et salariés pour développer leurs compétences,
par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contact@cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. Et oui, retour dans l'émission Et si on parlait de sport avec nos consultants spécialistes de sport, Florence Delgal, quadruple championne de France de para-badminton en double dame, et Serge Robert, qui est vice-président du comité régional handisport, ancien athlète de haut niveau et entraîneur de l'équipe de France en charge, donc en para-athlétisme, en charge des fauteuils. Et pour suivre ces Jeux Olympiques de Paris en toute sérénité, il va falloir comprendre, nous expliquer comment ça marche. Oui, c'est pour cette raison que nous allons aborder avec Florence et Serge les coulisses du sport paralympique en s'intéressant à un élément essentiel. Il s'agit de la classification paralympique. Il faut savoir que ce système garantit l'équité entre les différents athlètes en les regroupant selon la nature et la sévérité de leur handicap. Avant de se lancer dans une compétition, chaque athlète est évalué par des experts médicaux et techniques pour déterminer l'impact de leur handicap sur leur performance sportive. Cette évaluation permet de les classer dans une catégorie spécifique propre à chaque discipline. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas une classification universelle pour tous les sports. Chaque discipline, bien sûr, avec ses spécificités, a développé son système. Et c'est ce qu'on va voir avec vous. Alors, il y a deux éléments principaux dans cette classification. Vous pouvez nous en parler tous les deux de comment ça se passe? Moi, je parlerai de ce que je connais, c'est-à-dire le para-badminton. Et en para-badminton, on a des classifications pour les joueurs debout et les joueurs fauteuil. Donc, il y a des distinctions en fonction d'un problème sur les membres supérieurs ou sur les membres inférieurs, et deux catégories fauteuil et une catégorie petite taille aussi. Ce que je voulais juste préciser pour les auditeurs, c'est que quand on parle de classification, il y a deux éléments importants pour détailler. Est-ce que Serge, tu vois ce que je veux dire par rapport à il y a ce qu'on appelle une lettre et un chiffre pour déterminer comment ça se passe? Alors effectivement, chaque commission, comme tu le disais, un petit peu chaque sport a sa classification avec ses thématiques. Donc, bien souvent, on va retrouver donc une initiale, une lettre en fait qui va permettre de savoir le type d'épreuve qu'on fait. Si je prends l'exemple de l'athlétisme, par exemple, est-ce qu'on fait du concours, est-ce qu'on fait de la course, donc on va retrouver par exemple la lettre T pour track ou F pour fil. Et ensuite, donc, on va retrouver des chiffres, donc le chiffre des dizaines qui va permettre de reconnaître la famille d'handicap et l'unité qui va permettre de connaître la gravité, la sévérité de l'handicap. Donc plus le chiffre est élevé, en fait, l'unité est élevée, plus l'handicap est léger, moins sévère. Voilà. Pour nos auditeurs, c'est important de se dire, parce qu'on va voir, vous allez voir, suivre sur vos écrans, on va avoir ces catégories qui vont s'afficher. Donc c'est important de leur dire que cette lettre correspond à tel sport. Et derrière, effectivement, comme tu dis, donc, en fonction du niveau, du chiffre qui est indiqué, ça explique que plus c'est élevé, plus c'est léger finalement comme handicap. Exactement. Et ça permet de situer, de bien comprendre pour éviter, je crois que le principe de ça, c'est les inégalités sportives. Pas se retrouver avec des gens qui ont un tel handicap qui serait supérieur à l'autre. Enfin, il fallait codifier. C'est le principe de ces... Complètement, c'est obligatoire. Alors un petit peu comme on l'avait évoqué dans une émission précédente, c'est le système des catégories de poids dans notre sport valide. Alors chez nous, c'est les familles d'handicap qui permettent déjà de créer de l'équité. On ne va pas faire courir un non-voyant avec une personne qui a une prothèse. Donc on crée des familles d'handicap. Dans certains sports, bien sûr, ou certains sports ont choisi de faire des catégories fauteuil et debout sans rentrer trop dans les détails de profil d'handicap. Donc ça, c'est propre à chacun. Et ensuite, donc effectivement, dans chaque famille d'handicap, il y a, suivant les épreuves aussi, on va créer des sous-classes qui permettront aussi de recréer de l'équité pour ne pas courir, par exemple, si je prends pour revenir chez les amputés, ne pas faire courir un amputé de membre inférieur avec un amputé de membre supérieur qui serait plus avantagé. Ouais. Voilà. Alors il y a un autre point aussi qui permet que la classification permet, c'est surtout la légibilité. À quel moment on considère qu'on est éligible pour pratiquer un handisport. Alors beaucoup de personnes ne connaissent pas le handisport, pensent qu'on est que sur des handicaps sévères, des gens qui sont en fauteuil roulant, des personnes aveugles, des personnes atteintes d'amputation. Et de plus en plus, on a affaire à des handicaps qu'on appelle invisibles. Donc c'est une cécité, une forme d'handicap, mais qui ne se voit pas. Donc c'est une maladie, par exemple, une malformation qu'on arrive à cacher dans la vie quotidienne, mais qui en fait, au fond, qui est reconnue médicalement. Donc on a beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont éligibles effectivement pour pratiquer un handisport, mais ne le savent pas. Donc la classification permet aussi de certaines de confirmer ou pas s'ils sont éligibles pour pratiquer un handisport. Alors justement, petite question, je ne sais pas, comment ça se passe? Il faut passer par une commission? C'est fait par les systèmes départementaux, régionaux? Comment on obtient ça pour la personne qui se poserait la question?
Je me pose la question, effectivement, mais moi effectivement, j'ai un handicap, mais alors j'en sais rien du tout si je suis éligible ou pas, ou j'ai un problème de vue, par exemple. C'est pas parce que je porte des lunettes, ou même si c'est sévère, est-ce que je suis déficient visuel, éligible pour être en handisport, effectivement. Donc là, effectivement, alors pour se renseigner, via les comités départementaux, ou comités régionaux, ou la fédération même, ils nous communiquent le lien pour vous adresser, où s'adresser, ou prendre les informations. Donc ça passe par des bilans médicaux qu'on va faire suivre, qu'on va donner. Effectivement, une commission qui sera nommée par un médecin, qui sera composée d'un médecin et de techniciens, pourront vous consulter et vous dire effectivement, d'après les bilans et d'après les tests d'examen, vous dire si vous êtes éligible ou pas à pratiquer un handisport, et suivant la discipline souvent qu'on veut pratiquer, parce que bien souvent c'est pas multi-activité. Le handicap, dans certains cas, on est éligible pour un sport et pas un autre, donc ça il faut déjà cibler un petit peu. On le voit dans justement chaque sport qu'on va détailler, on va parler de faire un petit peu à des gens, on se fait classifier en général quand on a déjà un projet sportif. C'est ça. Pour accéder à la performance. Si je veux pratiquer demain en loisir dans un club, pas besoin nécessairement de me faire classifier. Oui, c'est pour accéder à la compétition. Voilà, c'est ça. Non, c'est pas, mais par contre, c'est pas réservé que pour les Jeux Olympiques. C'est ce que je voulais vous faire dire. Oui, tout à fait, cette classification, elle peut servir pour toute compétition dès qu'on veut rentrer dans le circuit. Voilà, tout à fait. Alors effectivement, les lettres, je le précise pour les gens qui vont voir, quand on a S, c'est swimming, c'est bien sûr le jargon à l'anglaise. Hein. On est dans ces jargons-là, donc ça explique, c'est pas N pour natation, c'est S pour swimming. Et swimming, donc la natation. Voilà, juste une petite précision. Oui, il y a aussi les sports collectifs comme le basket fauteuil, le rugby fauteuil, où chaque joueur se voit attribuer un nombre de points selon son handicap. L'équipe doit alors respecter un total de points maximum pour garantir une compétition équitable. Voilà, on a vu comment le système de classification permet aux athlètes de se mesurer les uns aux autres dans des conditions de justice et de respect. C'est un élément clé pour la réussite des Jeux paralympiques. C'est aussi l'occasion de vous présenter les 22 athlètes sélectionnés pour défendre fièrement les couleurs de la région Occitanie. Terre de champions, l'Occitanie a vu ses athlètes olympiques briller, et ces 22 athlètes paralympiques issus de diverses disciplines sont prêts à faire de même. Maintenant, avec Serge et Florence, nous allons développer sur les différents sports présents aux Jeux paralympiques. Voilà, l'objectif de cette émission, c'est aussi de vous présenter tous ces sports. On va essayer de faire le tour de table avec nos invités. On va commencer par un sport qui est connu, qui est le basket fauteuil. Comment ça se passe, le basket fauteuil ? Bien sûr, alors le fauteuil, je pense que c'est peut-être le premier des sports qui a été pratiqué par les personnes en situation de handicap, souvent, alors de manière ludique, bien souvent, toutes les personnes qui sont passées par un centre de rééducation, je pense, ont pratiqué le basket fauteuil en activité. Donc voilà, c'est le côté ludique déjà, on est dans un fauteuil roulant, qu'est-ce qu'on peut faire comme activité, on a un ballon, et bien instinctivement on joue au basket. Le basket est un sport très structuré depuis qu'il existe en fait, donc c'est bien en place, donc facile à reconnaître parce qu'effectivement on s'est appuyé sur les règles internationales du basket valide qui ont adapté sur les règles pour adapter. Donc il faut savoir qu'en compétition, le basket en handisport se pratique exclusivement en fauteuil roulant. C'est pas pour autant, on peut être sur nos jambes au quotidien, mais pour la pratique et pour les matchs en compétition, on pratique sur fauteuil. Donc ça, c'est vraiment la spécificité qu'on va retrouver peut-être en paratennis également. Et ensuite, donc, on va retrouver à peu près, effectivement, la salle, c'est la même que les valides. La hauteur de panier, ça va être exactement pareil. Et les dimensions de terrain, il y a petites adaptations, on disait tout à l'heure en off. Oui, alors on va retrouver bien sûr parce qu'il y a un marché quand même. Le marché, donc, paradoxalement, il y a un marché au basket fauteuil qui se joue parce qu'il faut faire 2 rebonds, sinon il y a une faute. On va faire, effectivement, on va trouver la compensation aussi par l'effet de rebond, qu'on n'a pas besoin, on n'a pas interdit de traverser le terrain, bien sûr, avec le ballon sur les genoux, donc on est obligé de dribbler pour se déplacer, voilà, ou un de rebond, et donc voilà, donc des adaptations à chaque fois, mais on s'y retrouve assez facilement. Les fans de basket, et même ceux qui connaissent pas trop le basket, verront vraiment du basket, quoi. C'est vraiment pas une adaptation pour dire qu'on s'y perde. Moi, ce que je trouve intéressant dans le basket, justement, c'est que c'est ce système de points qui permet d'avoir des handicaps très lourds avec des gens qui ont un très petit handicap, et donc pour compléter des équipes pour avoir un niveau important. Et c'est vrai que ça permet, je pense, dans les différents clubs de pouvoir jouer quand on a un handicap avec des valides à partir du moment où ils veulent bien se mettre en fautail avec eux. Et ça, c'est intéressant, je trouve. Voilà, pour la petite histoire, ça serait le basket qui serait à l'origine du paralympisme, parce qu'après-guerre, c'était une méthode qu'on avait employée pour les soldats blessés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui serait à l'origine. On laisse ça avec un grand origine à grain haut, comme on dit, et ça a permis de lancer un peu ce circuit-là et d'autres sports derrière. En Angleterre. Voilà, en Angleterre, bien évidemment, on va revenir chez nos amis les Anglais. C'est pour ça d'ailleurs que la flamme part de Stoke Mandeville. Tout à fait. Alors, les handicaps, on en parlait tout à l'heure,
handicaps concernés sur ce sport. On parle de paraplégie, de tétraplégie ou assimilée, amputation ou assimilée, handicap physique entraînant une perte fonctionnelle. Voilà à peu près, tu disais tout à l'heure qu'on ne pouvait pas faire tout. Voilà les cas concernés que je voulais citer. Et puis donc, pour ceux qui veulent en savoir plus, le 29 au 8 septembre, à l'Arena Bercy, basket fauteuil. Allez voir, c'est spectaculaire. On va désormais passer à la boccia, qui est une des 3 disciplines qui n'existent qu'aux Jeux paralympiques, qu'on ne peut pas voir aux Jeux olympiques. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette discipline qui ressemble un peu à la pétanque? Oui, alors la boccia est un sport qui a été créé par les fédérations spécifiques pour des publics, on va dire, sévères, qu'on appelle nous grands handicaps, donc bien souvent initialement des personnes en fauteuil électrique, et qui s'est développé aussi, mais qui en fait permet à ces personnes d'avoir un sport, enfin diversifier un peu les activités, dont ce sport qui a été créé, qui se rapproche énormément effectivement du sport de boule, de balle, qui est adapté, qui se joue en gymnase, et qui est un petit peu, qu'on va retrouver donc un peu comme la pétanque en fait, se rapprocher donc le plus d'une balle déjà existante de couleur blanche, donc une équipe couleur bleue, l'autre rouge, qui se rapprocher au maximum, donc ça peut se jouer en duel ou par équipe, et donc assez spectaculaire parce qu'on a quand même des personnes assez sévèrement handicapées qui ne peuvent pratiquer qu'à l'aide d'un tiers aidant qui en fait est dos au jeu. Alors cet aidant en fait il a que aux ordres du sportif en fait, qui va donner les ordres de comment se placer, comment pour lancer à la fois les distances et les orientations de la balle, parce qu'il faut savoir que pour certains n'ont pas la capacité de lancer la balle à main nue, donc ils sont obligés d'utiliser une gouttière. Ce sont souvent des grands tétraplégiques qui sont atteints aussi sévèrement des membres supérieurs, qui ne peuvent pas utiliser, donc ils vont adapter matériellement un peu la façon de projeter la balle, donc soit sous forme de gouttière, un petit peu une gouttière qu'on a au niveau du menton ou plus haut en fonction de la vitesse qu'on veut donner à la balle. Pour l'orientation, effectivement, donc c'est le tiers qui va l'aider et qui pourra bien sûr qui sera dans les possibilités de donner des consignes techniques ou stratégiques de jeu, quoi. Voilà. Ouais, comme tu l'as dit, ça se joue en salle, donc chaque joueur dispose de 6 balles au début de chaque manche, il les lance ou les fait rouler le plus près possible d'une balle blanche, comme tu disais, équivalent du cochonnet, qui est appelé jack si je ne me trompe pas, et c'est un sport qui se dispute en 4 manches. Donc les handicaps concernés, il s'agit de la paralysie cérébrale et assimilée, ainsi qu'une atteinte sévère des 4 membres. Pour ceux qui sont intéressés, la boccia sera à suivre du 29 août au 5 septembre prochain. Voilà, donc un sport qui se développe beaucoup, même en Occitanie, on a quand même pas mal de pratiquants, et donc c'est très intéressant parce qu'on est sur des sports pour des grands handicapés, mais qui permet d'avoir un projet sportif et d'aller, on le voit là, jusqu'au jeu, quoi. Voilà, donc ça c'est quand même un parcours sportif, un parcours de vie très intéressant. Eh bien, on va passer au cécifoot maintenant. Alors le cécifoot, qu'est-ce que c'est, Florence? Tu peux nous en parler un petit peu du cécifoot? Le cécifoot, ça s'adresse aux personnes déficientes visuelles. Donc ça permet par équipe, ils ont une aide qui peuvent leur donner des indications par rapport à où se trouve le ballon et surtout où tirer. Et le ballon a des petites clochettes, permet de l'entendre. Et ça, c'est un sport qui se joue en salle et le terrain est délimité par des barrières pour éviter justement que le ballon sorte, ricoche, et donc et les joueurs se déplacent uniquement à l'oreille. C'est très très impressionnant c'est quand même du football, mais football. Voilà, avec des gens qui ont les yeux complètement bandés, et qui pour ceux ils ont les yeux bandés, je pense, parce que certains ont plus ou moins une déficience visuelle, donc pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité, ils sont tous bandés. C'est spécifique, effectivement. C'est une discipline qui n'est pas aux Jeux olympiques, bien évidemment, mais c'est du football et c'est spectaculaire. D'ailleurs, ils ont demandé dans les salles qu'ils sont en train de préparer, il va y avoir à un moment donné, on va demander au public de faire silence, justement pour qu'ils puissent disputer correctement et entendre cette balle ou les appels entre les copains. C'est vraiment la spécificité des déficients visuels, c'est qu'en fait, quand on s'amuse à se bander les yeux, c'est vrai que le moindre bruit annexe est très perturbateur. On entend tout. Voilà, donc, alors, nous, on avait la chance à Toulouse d'avoir un joueur qui était sélectionné en équipe de France. Malheureusement, on le salue, Babacar Niang, qui s'est blessé, ce que nous disait tout à l'heure Florence. Oui. Et donc, il sera, malheureusement, il est du club Toulouse Football Cécifoot. Il ne pourra pas être présent, on le salue et on espère qu'il va se remettre. Et on va suivre avec lui cette équipe de France. Il espérait pouvoir y participer, mais sa blessure ne doit pas être suffisamment rétablie. Alors, regardez, du 1er au 7 septembre, ça se passe dans un stade qui est situé au pied de la Tour Eiffel. Ça va être assez spectaculaire. Cécifoot, donc. Ouais, après, il y a l'escrime fauteuil. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu? Alors, l'escrime fauteuil, c'est une des disciplines qui est mixte, qui se pratique dans un fauteuil roulant maintenu dans un appareil de fixation spécifique. Les athlètes peuvent ni avancer ni reculer. Ils sont très proches de leur adversaire, ce qui garantit des matchs de haute intensité. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur l'escrime fauteuil? Comme pour le basket, en compétition, on se pratique exclusivement
exclusivement en fauteuil. Donc les fauteuils sont fixés sur une plateforme qu'on appelle un Handifix. Alors bien sûr, pour pas avantager ceux qui ont des grands segments, bien sûr, donc on prend la longe de celui qui a le bras le plus court. Donc le juge teste un petit peu avant de fixer les deux fauteuils. Et après, donc c'est pareil, ils sont fixés, donc on n'avance pas, on peut pas reculer comme les valides, donc les zones. Puis en fait, en handisport, on va retrouver quoi? Je crois que c'est l'épée, le fleuret. Les trois. sabre Et le sabre, je crois aussi. Ouais, Ouais, les trois sports okay. sont pratiqués. Ouais. Voilà, donc pareil, avec des athlètes aussi régionaux qui seront présents aussi sur les Paralympiques. Et oui, on aura donc Maxime Vallée du TUC Escrime et Brianna Vidé, Hop Escrime de Toulouse. D'ailleurs, Brianna, qu'on salue, qui est venue déjà dans notre émission. Handicap concerné, quand même, c'est intéressant de le noter. Il y a handicap orthopédique, paraplégique et tétraplégique, hémiplégique, paralysie cérébrale, handicap neurologique évolutif ou handicap neurologique d'origine. Voilà, ça concerne tous ces gens-là. Sachez que c'est un sport qui permet vraiment de s'éclater, comme on dit. Nous, ceux qu'on a reçus ici nous en ont parlé, donc c'est une occasion. Si vous voulez tester, d'abord regardez, parce que ça va se passer au Grand Palais. Et on a vu déjà les images pour l'escrime qui a eu lieu déjà dans les Jeux Olympiques. Allez voir, ça peut être intéressant aussi à découvrir. C'est du 3 au 7 septembre au Grand Palais. Oui, il existe 2 catégories différentes paralympiques pour l'escrime fauteuil. Il y a la catégorie A qui regroupe les escrimeurs ayant un handicap affectant au moins un membre inférieur, et la catégorie B qui comprend ceux n'ayant pas de mobilité volontaire du tronc. Voilà, pour ce qui est le escrime fauteuil, on va passer au goalball, Pauline. Alors là aussi, c'est une discipline qui n'existe pas aux Jeux Paralympiques, qui n'existe qu'aux Jeux Paralympiques. Qu'est-ce que c'est que le goalball? Alors le goalball, c'est un sport spécifique pour les non-voyants, déficients visuels, donc qui se pratique vraiment les yeux bandés, donc au sol dans un gymnase, donc 3 contre 3 avec et le but c'est d'envoyer un ballon sonore à grelot à lancer au sol et essayer de l'envoyer dans les fils adverses, quoi. Voilà, donc le but est d'arrêter ce ballon, donc en plongeant, en s'arrêtant et en relançant ce ballon, essayer de marquer des buts. Mais ils n'ont pas le droit de toucher avec les mains, j'ai cru comprendre. C'est-à-dire qu'ils doivent s'allonger et l'arrêter avec le corps, c'est ça, non? J'ai mal vu. Ça, je n'irai pas jusque-là. Ce qu'ils n'ont pas le droit, c'est de lancer le ballon en l'air, en fait. C'est surtout qu'il faut que vraiment le ballon roule. D'accord. Voilà, donc. Alors sinon, c'est des matchs qui se déroulent en demi-temps, de 12 minutes, c'est ça? Oui, c'est des temps assez courts, mais bon, ça c'est intense en général, c'est aussi à voir. Et c'est un sport qui paie bien, on le fait, on le met en place souvent en local, nous en région, sur des mises en situation avec des jeunes. On s'y prend bien au jeu, quoi. C'est quand même assez sympathique. Et c'est aussi un sport spectaculaire, vraiment, et qui vraiment crée pour les déficients visuels qui s'est bien développé, quoi. Donc on va le trouver, donc c'est le goalball, donc une petite différence, parce qu'il y a le torball aussi, qui existe aussi. Mais qui n'est pas aux Jeux Olympiques. Qui est le même principe, voilà, c'est les dimensions de terrain qui sont un peu plus petites, les règles qui varient un petit peu, mais voilà, donc c'est le goalball qui prime qui sera représenté au jeu. Alors regardez, pour les règles du jeu, regardez les compètes, ça sera sympa, ça va démarrer dès jeudi prochain. Le terrain, pour te dire, c'est un terrain qui fait 18 mètres par 9 sur le goalball. Et donc on a, nous, des Occitans qui vont être sur place là-bas. On a une femme, Goralie Gonzalez, du club sportif de l'association Valentin à Toulouse, et Ambroise Godin, qui est aussi du même club, toujours sur Toulouse. Ils seront tous les deux dans les équipes de France concernées. Et ça débute du 29 août, donc c'est-à-dire jeudi prochain, au 5 septembre. Et les tournois se déroulent à l'Arena Paris Sud de Paris. On va désormais passer au para-athlétisme. Je vais pas en dire plus, c'est ta spécialité. Oui, on a le pro avec nous, donc on va le laisser faire. On va laisser parler. Ouais. Alors, le para-athlétisme, et c'est long, hein. Oui. On a beaucoup. Mais oui, le parathlétisme, je pense qu'on va voir un petit peu. Il a une place importante au niveau des Jeux. C'est vrai que pendant des décennies, c'était une discipline qui a rapporté quand même des fois le plus de médailles. On a eu des grands en handisport qui ont fait un petit peu, qui ont réussi à percer et faire parler d'eux. Donc là, une équipe en partie avec des beaux athlètes, donc une équipe assez jeune aussi. Donc pour certains, ça va être aussi leur premier jeu. Donc il va y avoir cette gestion aussi émotionnelle et événementielle à gérer aussi en plus du côté sportif. Mais en tout cas, donc de nombreuses épreuves. Effectivement, il faut savoir qu'en parathlétisme, on va retrouver l'ensemble des épreuves qu'on a vues en valide. Donc sur l'ensemble des courses, en fait, principalement bien sûr les courses à plat. On n'a pas de courses d'obstacles, type le 110 mètres haies, le 400 mètres haies ou le 3000 steep. Et en fait, voilà, donc on aura quand même aussi les sauts, le saut à longueur simple et le saut hauteur, et bien sûr sur les lancers, tous les lancers, hormis bien sûr le lancer de marteau. Et tu me disais, il y a une épreuve que tu aurais aimé faire par le passé, l'épreuve reine, le marathon. C'est quelque chose bien sûr, dans les courses, bien sûr, alors on va trouver du sprint jusqu'au marathon, donc le marathon inclus, donc qui est aussi une belle épreuve qui va se passer aussi hors stade, donc ce sera l'opportunité pour le public de voir un petit peu des athlètes se défendre un petit peu sur des longues distances, quoi. Donc avec les courses en fauteuil
fauteuil aussi, qui sont aussi des épreuves relativement spectaculaires et belles à voir. Que tu avais toi-même, il y a quelques années, accompagné. Et oui, quelques temps. C'était quels Jeux Olympiques que tu étais présent? Moi, ça remonte un petit peu. C'était les Jeux d'Atlanta donc, en 1996. Donc, pareil, sur les longues distances. Moi, j'étais aussi sur le 5000, 10 000 et sur le marathon. Voilà, donc ça remonte un petit peu, donc on va revoir tout ça. Donc, mais c'est intéressant. Ce qui est un peu dommage sur les pratiques fauteuil, on a très peu d'athlètes, on n'a qu'un athlète sélectionné. La sélection, on a beaucoup d'athlètes qui ont fait les minima, donc il a fallu faire une sélection, un choix très drastique. Donc pour certains, ça a mauvaise nouvelle. Donc malgré la belle performance de la saison, on a dû quand même se rester à la maison. C'est dommage parce que sur certaines épreuves, dont celle en fauteuil, effectivement, on aura pas mal d'épreuves où il n'y aura pas de Français représentés. C'était aussi l'opportunité aussi de promouvoir. C'est toujours mieux de commenter quand on a des Français à liste. Mais bon, ça sera pour nous un petit peu dommage. Mais bon, il y a quand même, il y aura de belles épreuves en dehors et un beau spectacle, je l'espère aussi, quoi. Parmi les athlètes qui seront présents, tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, alors je ne vais pas se le dire, on a Dimitri Pavadé, donc champion du monde, donc aussi sur la longueur, voilà, donc qui devrait quand même nous faire de beaux jeux. Lui, c'est 100 longueur, donc il est dans la lignée de notre présidente du comité paralympique, si je ne me trompe pas. Marie-Amélie Le Fur, oui. Voilà, donc il va être observé, il a intérêt à faire fort. Ouais, puis sur la longueur, il a la pression là. Il ne sera pas seul parce que dans une autre catégorie, on aura Arnaud Soumani, qui est aussi sur Montpellier, voilà, donc commence à connaître, qui a depuis quelques temps aussi donc présent sur les grands événements. Et donc Renaud Clair qui est sur qui est sur les Clalby, qui sera sur le demi-fond, et Rosario Ganglefort Murcia, qui est en fait une ancienne athlète valide, qui a une dégénérescence visuelle, qui pratiquait déjà l'athlétisme à haut niveau, le marathon, qui sera au départ du marathon handisport et qui normalement devrait faire au moins un podium, et je ne veux pas trop avancer vite, mais bon, peut faire une médaille d'or, donc on le souhaite. On le lui souhaite fortement. Donc le parathlétisme qui est à suivre du 30 août au 8 septembre prochain au Stade de France. On va désormais passer au para-aviron. Donc le para-aviron qui a fait son entrée aux Jeux paralympiques de Pékin en 2008, où il se pratiquait alors sur une distance de 1000 mètres. À compter des Jeux de Tokyo, les épreuves de para-aviron se disputent désormais sur une distance de 2000 mètres, la même qu'aux Jeux olympiques. Il existe 5 épreuves. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur le para-aviron? Alors le para-aviron est géré principalement par la fédération homologue d'aviron. Voilà, c'est pas la fédération d'e-sport qui gère cette discipline, mais en tout cas, c'est un sport qui commence à avoir sa place, qui se pratique bien. Dans les différentes catégories, donc, on peut soit en solo, donc on peut le pratiquer, donc voilà. On peut le travailler en binôme homme et femme. Alors bien souvent, on peut un valide et une personne, un sportif en situation de handicap. Voilà. Et une troisième catégorie, donc en équipe de 4 rameurs, 2 hommes, 2 femmes. Donc les handicaps concernés pour le para-aviron, je le précise, il s'agit d'handicap orthopédique, paraplégie et tétraplégie, hémiplégie, paralysie cérébrale, handicap d'origine neurologique et l'handicap visuel. Donc le para-aviron qui est à suivre les 30 et 31 août ainsi que le 1er septembre au stade nautique de Vers-sur-Marne. Il faut savoir quand même qu'on peut le pratiquer en Occitanie, même si on n'a pas de représentant. C'est un sport qui est proposé aussi, qu'on peut pratiquer à loisir en compétition. Donc n'hésitez pas à vous renseigner effectivement pour tous ces sports qu'on vous nomme, qui sont représentés dans la région et qu'on peut pratiquer. À toi le para-badminton, Florence. Eh oui. Ça va être l'occasion ça a été d'abord l'occasion super parce qu'on a pu suivre les performances qu'on a pu suivre, mais alors qu'est-ce que ça donne pour nous en para-badminton? J'espère que ça va bien se passer, parce qu'on a 8 athlètes en équipe de France qui ont été sélectionnés. On a quand même le champion olympique, Lucas Mazur, qui était champion olympique à Tokyo, puisque c'était la première fois qu'on avait le para-badminton aux Jeux olympiques, donc à Tokyo. Donc le para-badminton, ça se joue en simple ou en double. Ça peut se jouer aussi en mixte, mais entre toutes les catégories et tous les tableaux, il n'est pas possible de représenter tout le monde, donc tout le monde n'est pas, tous les tableaux ne sont pas représentés aux Jeux paralympiques. D'accord. Et je pense que c'est comme dans les autres. Oui, il y a beaucoup de disciplines comme ça. Ouais. Il y a des choix, mais même en sport, aux Jeux olympiques, il y a aussi des choix qui sont faits, ce qui est à un moment donné difficile dur pour certains. Mais donc il y a les adaptations, des choses particulières ou Alors il y a des adaptations en fonction du handicap. Dans les catégories pour les personnes debout, atteintes de membres supérieurs ou membres inférieurs mais légers, avec un handicap plus léger, ils jouent sur terrain complet comme pour les valides, avec les mêmes règles. Par contre, il y a des adaptations pour les personnes qui ont du mal à se déplacer, donc ils jouent à ce moment-là sur demi-terrain, en simple. Et les fauteuils aussi jouent sur demi-terrain. D'accord. Sauf en double et en mixte, évidemment, où ils jouent avec
les fauteuils n'ont jamais la rivière. Ils jouent jamais avec le terrain, la partie de ligne de service, quoi. Alors, on aura sur place, nous, en Occitan, on aura David Toupé, qui est du badminton athlétique de Tarbes, c'est ça ? Oui, David Toupé, qui est, on va dire, la star du para-badminton, puisque je dirais qu'il fait partie depuis le début de l'équipe de France. C'est lui qui a initié beaucoup de choses, notamment en Occitanie, qui a beaucoup développé le para-badminton. Voilà, et là, je crois que c'était une occasion pour lui rêver de pouvoir aller aux Jeux à Paris. Donc, il va jouer en simple et en double aussi, avec son partenaire Thomas Jacobs. Super. Donc ça se passe du 29 août au 2 septembre. Oui. Donc on fera le point la semaine prochaine sur ces résultats en espérant que... Et ça se jouera à l'Arena Porte de la Chapelle. Il y aura aussi le para-canoë. Donc pendant les Jeux paralympiques, seul le canoë sprint est représenté parmi les épreuves de canoë-kayak. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette épreuve ? Para-canoë, j'avoue que je ne connais pas trop. C'est une discipline assez nouvelle, récente. Donc pas dire de bêtises sur le profil, comment ça s'organise. Donc ça va être un petit peu une découverte aussi pas en termes de spectacle. Je pense que ça va être à voir quand même. Ça se passe dans le stade pareil. Ça doit aller assez vite, je pense. Donc ça va être quand même assez ouais. intéressant et spectaculaire. Donc voilà. Mais après, techniquement, j'avoue que je connais très peu. C'est l'occasion de faire découvrir ça. Donc allez voir 6, 7, 8 septembre à Stade Nautique de Vers-sur-Marne. Effectivement, je pense que c'est toujours spectaculaire. Quand ça se passe dans l'eau, il se passe des choses assez originales. Donc voilà, kayak ou VA, puisqu'il y a deux types de canoës qui seront présents sur place là-bas à Vers-sur-Mer 6, 7 et 8 septembre. De l'eau, on va passer, Pauline, on va revenir sur terre avec la piste. Oui, le paracyclisme sur route qui a fait son entrée au programme paralympique aux Jeux de New York Stock Mandeville en 1984. Alors, il comporte 3 types d'épreuves, la course en ligne, le contre-la-montre et le relais par équipe. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire sur le paracyclisme sur route ? Quelque temps maintenant qu'en France, du moins, le cyclisme est reparti avec de moissons de médailles. C'est assez impressionnant, quoi. Je veux dire que le cyclisme français se porte bien. On a une grosse équipe. Je pense que certains, on attend beaucoup et devraient faire de belles choses, quoi. Ça va être un beau spectacle sur la diversité des épreuves et le profil des athlètes. On a de beaux athlètes là qui vont faire de belles choses. Donc, j'avoue que sur le cyclisme, la fédération attend beaucoup en termes de résultats. Et c'est vrai, c'est une des épreuves aussi reines qui devrait ramener aussi des médailles. De chez nous, il y a Élie de Carvalho qui va y aller, qui est du Stade Toulousain, cycliste Colomiers en sport. Voilà, donc pour nos accidents, on va suivre bien évidemment son parcours. Paracycliste, donc là on est sur la piste du 4 au 7 septembre avec un départ de Clichy sous bois. Voilà, donc sur piste et sur route, voilà, donc il faut savoir, beaucoup de sportifs pratiquent donc en inclusion dans les clubs valides, donc on n'est pas sur des clubs vraiment handisport, on est vraiment en inclusion avec des cyclistes valides, donc un gros succès, donc c'est vrai que le se porte bien et on attend beaucoup. Voilà, donc je revenais tout à l'heure sur la piste, donc il y aura aussi donc des épreuves au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. 3 types d'épreuves, pareil, on la contre-la-montre, la poursuite individuelle et les sprints par équipe. Voilà, c'est des épreuves à suivre. On sait qu'en cyclisme, on n'a pas été forcément super en piste cette année aux Jeux Olympiques. On espère que le paracyclisme sur piste va nous remporter des médailles qu'on attend en tout cas. Oui, alors c'est vrai que même si l'ensemble des sports, on est quand même sur du très haut niveau, pour le cyclisme, on est quand même sur des épreuves relativement... c'est énorme, quoi. Ouais. La concurrence, elle est quand même, on l'a vu, on a des beaux athlètes là, c'est quand même... C'était chaud. Ça s'est joué à des petits centièmes, à des petites choses. Ça se joue tellement à rien aussi que voilà. Du vélo, on passe aux chevaux. C'est ça, avec le para-équitation, il n'existe qu'une seule discipline dans le mouvement paralympique, à savoir le para-dressage. Donc le programme comprend le Grand Prix individuel, le Grand Prix par équipe sur musique et le Grand Prix libre individuel. Savoir que le para-dressage, c'est la symbiose entre le cavalier et son cheval. C'est un sport dans lequel les athlètes sont jugés sur la précision et la qualité de leur équitation, le comportement de leur monture aux différentes allures, les arrêts, la dimension artistique. Quelque chose à dire sur la para-équitation? Qui devrait y avoir du monde. Je pense que le site va faire venir du monde, ça c'est obligatoire. Allez à Versailles. On le rappelle sur le site du château de Versailles. Je pense que l'handicap ne sera pas directement visible. On est quand même sur un beau sport visuel. Ça c'est que l'homme et l'animal fait la symbiose, quoi. Et c'est gracieux. On est quand même sur du dressage, donc c'est quand même, ça va être un beau spectacle aussi également, même qu'on soit sur de l'handisport. Voilà, les handicaps concernés, je le rappelle, il s'agit d'handicap orthopédique, paraplégie et tétraplégie, hémiplégie, paralysie cérébrale, handicap neurologique évolutif, handicap neurologique
d'origine ou handicap visuel. Et je rappelle, la paréquitation est à suivre du 3 au 7 septembre prochain. Enfin, je pense que pour ceux qui se poseraient les questions, parce que quand même on a du mal à voir un paraplégique ou un tétraplégique sur un cheval, c'est qu'ils ont des selles adaptées, spécifiques, qui leur permettent d'avoir une assise correcte sur un cheval, parce que c'est compliqué quand même. Il faut Il y tenir. a des adaptations, quoi. Toujours des adaptations. Puis le cheval, lui, il est valide, il tourne. Comme le transfert, quoi. Voilà. Et souvent, c'est pas simple. En tout cas, le site est exceptionnel pour accueillir ces épreuves-là. De ces épreuves-là, on va revenir au para-haltérophilie. Alors, c'est simplifié, hein, c'est un système d'après ce que j'ai compris, de soulever simplement. On abaisse la barre jusqu'à la poitrine. On doit c'est de soulever, comment on appelle ça Un développé. développer, pas développé couché. couché. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est pareil. Ça va jouer du 4 au 8 septembre à l'Arena Porte de la Chapelle. Donc les gens sont allongés. Hein, et on vient pousser les barres. Voilà cette compétition-là. Est-ce qu'il y a un petit mot sur ça particulièrement Alors ils appellent ça para-powerlifting, si on le donne en anglais. Non, les adaptations sont moindres. En fait, le banc est un peu plus large pour avoir des déséquilibres, avoir un meilleur appui, parce qu'on a souvent, pour certaines catégories, ne peuvent pas serrer des jambes, donc les appuis sont relativement que ça, la partie haute du corps, donc c'est pas évident quand on a les charges très très lourdes. Ouais. Et donc là, la spécificité, effectivement, c'est que les juges, les assistants baissent la barre et on doit la pousser. Après, je sais pas s'il y a un temps à garder un petit peu la barre, oui, c'est juste la pousser. Enfin voilà, je ne vais pas raconter de bêtises. Oui, il y a un terme qui s'appelle l'arbitre donne le signal du rack, et l'athlète peut à ce moment-là reposer la barre, donc il doit y avoir un petit temps. Mais malgré l'handicap, je dois assurer que ça pousse. Ouais. Il y a de la fonte sur la barre, hein, pas de souci. Il y a aussi le parajudo aux Jeux paralympiques qui est destiné uniquement aux athlètes déficients visuels. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire sur le parajudo ? Je trouve que moi c'est un sport qui est assez impressionnant, justement, de voir que sur un sport de contact comme ça, pour des déficients visuels, c'est toujours difficile de se mettre à leur place, et c'est, je trouve, un sport assez spectaculaire, quoi, qui mérite d'être vu, et notamment en plus à l'Arena Champ de Mars, c'est quand même un beau cadre aussi, et ça va être de belles épreuves. Alors pour les judokas qui se posent la question, en fait, le principe, puisqu'ils sont, c'est un handicap visuel, ils sont automatiquement obligés de tenir ce qu'on appelle le kumikata, donc on ne démarre pas le combat tant qu'ils n'ont pas pris ce qu'on appelle la prise du kimono, et c'est important de le savoir, donc ils sont toujours obligés d'être en contact au niveau du judo. Ouais, le parajudo qui sera à suivre du 5 au 7 septembre prochain à l'Arena Champ de Mars. Il y a aussi le para-natation, où l'ensemble des athlètes concourent dans des catégories de handicap afin que chaque épreuve soit la plus équitable possible. Donc le départ peut se faire par plongeon ou directement dans l'eau, si le handicap du nageur ne lui permet pas de se maintenir sur le plot de départ. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur le para-natation ? Pareil, discipline reine de la Fédération Handisport, donc voilà, sujet à médailles, à ramener des médailles aussi, on compte beaucoup sur la natation. On va retrouver l'ensemble des nages qu'on peut voir en valide, bien sûr. Alors des fois ça peut paraître un petit peu hybride par rapport au profil de handicap, mais en tout cas dans certaines catégories, je vous assure que ça nage vite. Voilà, c'est un beau spectacle également. Sinon, sur la natation, on peut être troublé, je crois aussi. Moi j'avais été troublé, en tout cas la première fois que j'avais vraiment regardé la paranatation, c'est qu'il y a des handicaps qui sont mélangés parfois. Il y a des personnes avec des membres supérieurs qui n'ont pas de membres du tout, des amputations totales, avec des gens de petite taille, et en fait ils ont un système de points qui permet d'équilibrer, et je pense que ça doit être très très compliqué de faire les classifications et les tableaux dans ces disciplines. Ouais, parce que dans les handicaps concernés, je le rappelle, il y a tous les types de handicaps qui sont autorisés en paranatation, y compris les déficiences intellectuelles qui eux ne peuvent pas participer à toutes les disciplines. On a un athlète occitan qui est sélectionné, il s'agit de Hugo Didier, qui fait partie de la jeunesse sportive Cugnot Omnisport, donc la paranatation qui est à suivre du 29 août au 7 septembre à la Paris Défense Arena. De là, on passe au para-taekwondo, alors encore un sport de combat qui s'adresse uniquement aux athlètes ayant un handicap des membres supérieurs, répartis en deux catégories. Les matchs se déroulent en un seul round et durent jusqu'à 5 minutes. Voilà, c'est le même principe que la tenue que le taekwondo normal. Les conditions sont les mêmes au niveau des points, sauf que c'est adapté bien évidemment au handicap, mais ça reste très spectaculaire, ça reste technique parce qu'il faut arriver à toucher avec ces fameuses chaussettes de détection, comme on appelle ça, il y a des endroits précis à toucher sur la tenue en face. Voilà, donc nous on aura une femme qui va être sélectionnée en taekwondo, c'est Sophie Gaverzan qui est du taekwondo club de Sandon à Lagardelle sur l'Aise. Voilà, Sophie Gaverzan, et ça va se dérouler le 29, 30 et 31 août au Grand Palais, donc on verra, on
suivra ses résultats dès la semaine prochaine. Il y a aussi le paratennis de table qui était déjà au programme des premiers Jeux paralympiques de Rome en 1960 où seuls les pongistes en fauteuil avaient le droit de participer. Le paratennis de table a une histoire liée aux Jeux, bien plus longue que son équivalent olympique qui n'a fait son entrée aux Jeux qu'en 1988. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur cette discipline ? L'avantage, je pense aussi, c'est que c'est une discipline qui accepte un grand nombre de catégories, de catégories de handicap. Donc on peut jouer aussi bien debout qu'en fauteuil. Et pareil, c'est un sport très, très impressionnant à voir. Moi, je trouve très spectaculaire. Ouais. Écoute, quand on voit l'engouement que ça a donné cette année aux Jeux Olympiques, on peut espérer que cet engouement reviendra pour le Paralympique. On a des champions. Certaines adaptations, des fois, qu'on voit de capacité de certains pour s'adapter à la pratique. Donc, sur toujours des handicaps sévères, souvent, qui ont su s'adapter. Alors, je ne rentre pas dans les détails. Certains qui arrivent à jouer avec la bouche, ça s'est vu. Peut-être pas au jeu ou engager avec le pied. On voit je ne dis pas qu'on va le voir au jeu, mais je ne veux pas dire que c'est la foire pour montrer. On n'est pas là pour montrer. Mais en tout cas, la capacité d'adaptation par la passion de la pratique fait que certains le dépassement du handicap pour pouvoir énorme. jouer c'est énorme, tout à fait. Donc après le para-tennis de table, pareil, on a une belle école en France, c'est quand même reconnu, le tennis de table français. Donc en général, pareil, on a eu de très belles moissons de médailles sur les précédents Jeux. Donc j'espère que la nouvelle génération là pour Paris va faire au moins de même, quoi. Donc qu'on arrivera à concurrencer, mais toujours pareil, c'est l'obstacle, c'est souvent nos amis chinois là qui barrent un petit peu la route, mais sinon on devrait faire aussi pareil de beaux résultats en tennis de table, je l'espère à tous là. En tout cas, on a 3 représentants. Voilà, exactement. Ouais. Donc on a quand même 3 représentants de l'Occitanie. Donc chez les femmes avec Flora Vautier qui est de la SPC Nîmes, Lucas Didier, présence du Touche, et Julien Michaud du tennis de table du club Laurentin. Donc et ça du 29 août au 7 septembre à l'Arena Paris Sud. Après nous passons au tir à l'arc, Pauline. Ouais, le para-tir à l'arc qui a marché dans les pas de l'histoire paralympique dès le commencement. Un commentaire sur le para-tir à l'arc? Pareil, alors le tir à l'arc se pratique beaucoup au loisir, on le connaît un peu moins en handisport, nous, en termes de compétition, mais en tout cas il est présent, on a quand même donc on n'a pas de... Si, on a un représentant en Occitanie, mais... Voilà, donc c'est un sport toujours pareil qu'on a un peu de mal à développer là, nous en Occitanie, mais qui a sa place aussi. C'est un sport où on peut jouer aussi bien debout, pareil qu'en fauteuil, donc pour des paraplégies, tétraplégies ou des amputations. Même des quadriplégiques, on arrive à adapter avec des potences, des arcs pour pouvoir tirer même avec la bouche, adapter, ou sur des amputations sévères. Donc les adaptations ouvertes au plus grand nombre qui peuvent pratiquer malgré une grosse diversité d'handicaps. Ouais, on a un athlète occitan qui est sélectionné, il s'agit d'Aziza Benami qui fait partie du club de Balma Arc Club. Donc les handicaps concernés pour cette discipline: paraplégie, tétraplégie assimilée, amputation assimilée, infirmité motrice cérébrale et assimilée. Et donc le para-tir à l'arc du 29 août au 5 septembre, site des Invalides. Et du para-tir à l'arc, on va passer au para-tir sportif, et lui qui se passera au Centre national de tir de Châteauroux, parce qu'on a vu que le tir, ça c'est pas au même endroit, et qui aura lieu du 29 au 5 septembre. Là, on n'a pas de concurrent d'Occitanie. Le para-sport, tir sportif, c'est aussi une épreuve très technique, puissant, qui demande vraiment une concentration. Là aussi, vous avez un petit mot sur cette discipline ? Je connais mal. Alors, on en a eu parce qu'on avait des tireurs plus carabines en Occitanie il y a quelques années. Là. Par contre, alors pareil, ce sont des sports qui existent, qui ont du mal à avoir leur place parce qu'effectivement, ce sont des sports beaucoup moins spectaculaires que certains autres sports. Donc, effectivement, aller voir du tir, on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, effectivement, où il faut vraiment connaître un petit peu les règles ou connaître un des sportifs pour vraiment... Voilà, ça... Enfin, il faut suivre, en fait, quand on rentre dans la compétition, quand ça se joue à 3 fois rien, des fois, c'est à quelques centièmes de millimètres. Ça se joue sur 10 mètres, 25 mètres ou 50 mètres, avec carabine et pistolet, la compétition. Mais quand même, prenez le temps, allez voir, c'est assez impressionnant. Ça se joue à très peu de choses. Et bien évidemment, c'est souvent aussi beaucoup de pays asiatiques qui sont forts dans cette discipline-là. On l'a vu en tout cas aux Olympiques. Donc, Centre national du tir à Châteauroux. De là, on passe, Pauline, au paratriathlon. Oui, le paratriathlon qui est l'une des révélations des derniers Jeux paralympiques d'été à Rio, où la discipline était pour la première fois inscrite au programme. Donc, la version paralympique est une version sprint, soit la distance courue à l'épreuve individuelle olympique divisée par 2. Les athlètes enchaînent consécutivement 750 mètres de natation, 20 km de cyclisme et 5 km de course à pied. Un commentaire sur cette discipline? Le paratriathlon est un sport qui
qui fait un peu qui a sa place parce qu'effectivement c'est un peu le sport à la mode actuellement. On a beaucoup de sportifs ou de pratiquants qui s'orientent un petit peu vers le paratriathlon. Voilà, donc un sport qui demande un volume énorme. On est sur 3 disciplines des épreuves, donc ça c'est quand même conséquent et effectivement donc c'est toujours spectaculaire effectivement donc là il faut 1er 2 septembre l'épreuve, ça avait fait une polémique avec la Seine pour les Jeux Olympiques. Je ne sais pas si ça recommencera, en tout cas voilà, plus pour l'entourage que les sportifs eux-mêmes, je pense. C'était très spectaculaire et je pense qu'on a pris plein les yeux et les sportifs eux-mêmes disaient que c'était fabuleux de se retrouver à nager là-dessus, et on va souhaiter la même chose aux Paralympiques. On va passer au rugby fauteuil parce que là aussi c'est un sport qui marche bien, le rugby fauteuil avec tout un tas d'adaptations bien évidemment. Quelques mots sur le rugby fauteuil. On a effectivement des participants puisqu'on a 5 participants bien évidemment, Pays Occitanie. Si on n'a pas de rugbyman, c'est qu'il y a un problème. En l'occurrence, je vais les citer rapidement: Tristan Barfetti qui est du Stade Toulousain handisport, Jonathan Hiverna, Stade Toulousain aussi, Rodolphe Jarlan, Stade Toulousain, Brice Morel, Montpellier handisport rugby, et Mathieu Thirier qui est aussi du Stade Toulousain. Voilà nos représentants en équipe de France que vous pouvez retrouver du 29 au 2 septembre à l'Arena Champ de Mars. Là, c'est une adaptation, bien évidemment, puisqu'il ne peut pas y avoir de plaquage au rugby fauteuil. Oui, alors c'est vrai que nous en Occitanie, on en parle souvent du rugby fauteuil, à travers de nos sportifs, souvent médiatisés, sollicités pour en parler. Donc effectivement, donc, on a bien parlé, mais on sait à quoi on a affaire. On est vraiment sur un rugby. Quand on parle de rugby, il ne faut pas s'attendre à avoir le rugby valide, effectivement. On est sur un rugby qui se rapproche davantage du football américain, un petit peu attaque-défense avec des blocs. Donc se pratique aussi en compétition exclusivement en fauteuil pour des publics initialement, donc c'était principalement des tétraplégiques qui n'avaient pas trop leur place dans le basket, qui était le seul sport collectif, donc qui ont créé le rugby fauteuil en fait qui se joue 5 contre 5. Voilà, pareil dans un gymnase, enfin, dans une salle interne, et qui doivent mener le ballon. On est limite la passe à 10 en fait, on n'est pas sur des. Le ballon n'est pas ovale, il est rond. Le ballon est rond effectivement. Donc voilà, il doit mener le ballon dans le camp adverse, donc derrière une ligne. Donc il doit poser le ballon derrière une ligne. Voilà, donc le seul, on se forme de bloc en fait pour arrêter. 4 périodes de 8 minutes, le principe de la compétition. Donc un sport très intense, très spectaculaire parce que les impacts sont très violents. Et, on en voit souvent par terre. Voilà, mais je vous invite à aller voir parce que là c'est un réel spectacle et je pense que c'est pas eux qui ouvrent un peu le bal. Sport de combat. Un peu, on a un profil de sportif là que nous des fois on retrouve un peu dans la course en fauteuil quoi. Oui, c'est des guerriers quoi. Et ça démarre le 29 août, tu as raison, ça va être un peu l'ouverture. Donc là, allez-y parce spectaculaire. Que ça va bien ouvrir. Il n'y a plus de place. J'ai essayé d'y aller. C'est complet. Quelques mots du tennis fauteuil qui a été intégré aux Jeux paralympiques de Barcelone en 92. Oui, le tennis, pareil, c'est beau, c'est à voir. Alors le jeu est un peu différent parce que l'adaptation, sur le même cours de tennis, on l'a pas adapté. La différence, bien sûr, c'est qu'on accepte le double rebond, voilà. Et on se rend compte qu'ils l'utilisent pas souvent. Alors ça peut donner un petit peu, en termes de rythme de jeu, ça casse un peu le rythme. Mais ce qui est spectaculaire, c'est de voir le sportif avec son fauteuil, l'habileté qu'il a avec son fauteuil et sa raquette, quoi. Donc et la rapidité, la vitesse de déplacement, c'est impressionnant. C'est autant on le voit en basket, mais également en tennis. Je vous y invite également parce que c'est un réel spectacle. C'est chouette. Le double rebond autorisé, donc il s'agit de la seule adaptation qui existe entre le tennis traditionnel et le tennis fauteuil. On a un athlète occitan qui est sélectionné, c'est un homme, Guillaume Lager, qui vient du tennis club Gros du Roi. Le tennis fauteuil donc qui est à suivre du 30 août au 7 septembre à Roland-Garros. Et on va passer du tennis fauteuil, donc le dernier sport par ordre alphabétique, je dis bien, c'est le volleyball assis. Donc une discipline aussi que l'on connaît, le volleyball au contraire avec des extensions. On a l'habitude de voir nos grands athlètes là, et là en l'occurrence c'est une proposition d'un sport assis. Quelques infos sur cette variante du volleyball. Alors un sport qui date, donc pendant un certain temps n'avait pas d'équipe de France, ça pendant très longtemps c'était. Non, une athlète qui nous représentera. Voilà, mais en tout cas là, oui, donc il y aura une équipe de France, mais en tout cas voilà, donc un sport un peu, moi c'est un avis personnel, toujours pareil, donc à développer, on s'y amusait à pratiquer un petit peu, mais se mettre par terre et pas se traîner, je veux dire, mais bon, toujours un petit peu, moi j'ai toujours un petit peu de mal, donc mais toujours pareil, peur des blessures, peur de voilà, mais après voilà, ça se pratique, ça à voir, c'est un peu particulier aussi, mais je précise que le filet est plus bas que oui, normal, parce que voilà, en termes de déplacement, on n'aura pas les matchs qu'on peut voir en valide quand même, c'est différent. Oui, il se déplace moins, mais c'est vrai que c'est. Mais après ça reste se jette ça reste spectaculaire aussi, voilà, oui, parce que jouer au sol et faire les échanges qu'on peut voir,
c'est quand même, il faut pour certains pouvoir les sortir. Ouais, c'est impressionnant. Allez voir, donc nous aurions Linda Medja-Eri, qui est de Castres-Mazaguel, volleyball, qui va représenter donc l'équipe de France. Et le volley, c'est du 29 août au 7 septembre à l'Arena Paris-Nord, au parc d'exposition de Villepinte. Voilà, c'est important de faire le tour de table. C'est un petit peu long, mais on a voulu vous présenter tous ces sports. Au moins vous donner quelques indications, vous donner peut-être envie, et surtout regardez, allez voir pour ceux qui peuvent y aller. Ça me paraît très important. Avec une telle diversité de disciplines et d'athlètes, l'Occitanie se prépare à briller encore une fois. On l'espère lors de ces Jeux paralympiques, que ce soit sur le terrain de rugby fauteuil, dans les piscines ou sur les pistes d'athlétisme. Ces sportifs montrent une fois de plus que la région est une véritable pépinière de talent. Et les performances de ces 22 athlètes, on va les suivre de près pendant toute cette semaine. Voilà, on espère bien sûr qu'ils vont nous ramener plein de médailles. Et voilà, pour cette deuxième mi-temps, je pense qu'on a essayé d'être complet avec nos invités que l'on remercie. Pauline. Oui, merci à tous les deux. Et tout de suite, place à la prolongation avec Le Saviez-vous, chronique spéciale sur les Jeux paralympiques. Et si on parlait de sport, la prolongation. On se retrouve pour le Saviez-vous, chronique spéciale sur les Jeux paralympiques. Dans cette chronique, nous allons explorer divers aspects essentiels des Jeux paralympiques que l'on ignore souvent. Est-ce que vous êtes prêts ? On est prêts. Alors, contrairement au quiz traditionnel, vous n'avez pas de réponse possible. Je vais vous poser une question, c'est à vous de me donner la réponse que vous pensez. Première question, quand et où s'est tenue la première édition officielle des Jeux paralympiques ? Rome, Ouais. 1960, les premiers Jeux. La première édition officielle des Jeux paralympiques s'est tenue en 1960, exactement sous le nom de 9e Jeux de Stockmanville, en référence à l'hôpital qui portait le même nom. Bonne réponse. Deuxième question, quelle est l'origine des Jeux paralympiques et qui en est le fondateur ? Alors, c'est un médecin anglais et c'est en 1948, à Stockmanville. Exactement. L'histoire des Jeux paralympiques débute en 1948 dans un hôpital militaire au nord de Londres. C'est Sir Ludwig Guttmann, un neurologue qui cherchait à accélérer la récupération de ses patients paraplégiques, vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Il a alors imaginé des compétitions sportives qui se sont déroulées en même temps que les Jeux olympiques de Londres. Bien joué. Troisième question, pourquoi les Jeux paralympiques se déroulent-ils environ 2 semaines après les Jeux olympiques ? Parce qu'il n'y a pas assez d'heures dans une journée pour mettre les deux ensemble. Donc on est sur 2 organisations différentes. Il faut savoir que celle-là, on n'est pas sur le CIO qui chapeaute les Jeux, on est sur l'IPC, qui est l'équivalent du CIO, donc le Comité paralympique international, qui est un organisme à part et qui gère donc du coup avec ses propres partenaires les Jeux. Et je suppose aussi qu'il y a des histoires d'adaptation de terrain, Exactement, c'est pour des raisons logistiques, parce que les terrains sont adaptés, économiques et médiatiques. Donc c'est le 19 juin 2001 que le Comité olympique international, donc le CIO, signe un accord avec le Comité international paralympique. Ils instaurent à ce moment-là que les Jeux paralympiques se dérouleront toujours 2 semaines après les Jeux olympiques. Et dernière question, depuis quand les Jeux olympiques et paralympiques se déroulent-ils dans la même ville et utilisent-ils les mêmes infrastructures ? Alors j'ai un doute, soit 92 Barcelone, mais je ne sais pas si Séoul... 88, moi je dirais, non ? Exactement. Elle est extraordinaire. Je Ah, savais c'est qu'elle bien. elle connaît tout par cœur. Ouais, depuis 1988, les Jeux olympiques et paralympiques se déroulent dans la même ville et utilisent les mêmes infrastructures. Franchement, bravo à tous les deux. Merci. Maintenant, vous savez, merci à tous pour votre participation. Ce fut un plaisir de partager cette émission avec vous. Nous vous souhaitons de très bons Jeux paralympiques. C'est la fin du match et de cette 63e émission. Retour au vestiaire pour les grands rendez-vous à venir et le programme de la semaine prochaine. Et si on parlait de sport, fin du match. Eh oui, merci Pauline pour ce grand savoir maintenant sur les Jeux paralympiques. Et donc c'est la fin du match de cette 63e émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda des sportifs. Oui, on va débuter du 24 août au 1er septembre avec l'escalade et les championnats d'Europe à Villars en Suisse. Et du 26 au 8 septembre, la poursuite de l'US Open du tennis, Grand Chelem, qui se passe aux États-Unis. Et aujourd'hui commencent les Jeux paralympiques avec la cérémonie d'ouverture à 20h à place de la Concorde jusqu'aux Champs-Élysées. Et le 29 août, c'est-à-dire le lendemain, début bien sûr des épreuves paralympiques, mais aussi athlétisme, la Ligue de Diamant, meeting international de Rome. Du 30 août au 1er septembre, de la MotoGP avec le Grand Prix d'Espagne à Aragon et de l'auto Formule 1 avec le Grand Prix d'Italie à Monza. Pour les footballeurs, la Ligue 1 continue avec un fameux Montpellier-Nantes et Toulouse-Marseille. Ici, ça va être intéressant, à Toulouse. En rugby, à 7, 3e étape de l'Inextenso Super Sevens qui lui se déroulera à Pau. Et du 31 août au 9 septembre, du football avec la Coupe du Monde femmes des moins de 20 ans en Colombie. Petit clin d'œil à notre collaboratrice Inès Soufi.
Swiffy. Allez Inès, on est derrière toi. 1er au 8 septembre, cyclisme Tour de Grande-Bretagne. La semaine prochaine, on y retourne direction Paris avec les Jeux paralympiques. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci à nos consultants spécialistes de sport, Auristel Marx, Florence Delgal et Serge Robert pour votre participation dans l'émission Et si on parlait de sport. C'est la fin de cette 63e émission spéciale Jeux paralympiques de Et si on parlait de sport. Merci à tous les internautes qui nous suivent de plus en plus nombreux. Continuez à nous écouter, à partager sur les réseaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube Et si on parlait de sport. Un grand merci à nos partenaires, le comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne ainsi que Profession Sport 31 pour leur contribution précieuse à la réalisation de cette émission. Au magazine Sport Région, l'agence communication Bellombra et à Dialogue Sport, nos partenaires qui nous accompagnent pour ces émissions spéciales Jeux olympiques et paralympiques. Merci à l'équipe technique pour le formidable travail qu'elle réalise chaque semaine pour produire cette émission, à Sébastien Couratin, notre partenaire informatique Semperconnect, pour l'ensemble du suivi réseau informatique, plateforme podcast, site internet et ses conseils avisés. Merci Pauline Gaston-Conduite, journaliste et co-animatrice de cette émission pour ton aide précieuse à la préparation et à la réalisation de cette émission. Merci Laurent et nous vous attendons la semaine prochaine pour parler des Jeux paralympiques Paris 2024. Avec nos consultants, nous plongerons à nouveau dans l'ambiance de ces Jeux pour débriefer l'ensemble des résultats et les médailles de nos athlètes. Merci de votre fidélité et rendez-vous pour une nouvelle aventure de Et si on parlait de sport la semaine prochaine.